Bonsoir Mike. Bonsoir Jean-Marc, merci encore de nous offrir l'antenne au nom des réfugiés d'Ukraine. Absolument. Mike, c'est très fort le téléphone. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, Mike Hoffman. Écoutez, je suis à la maison, je repositionne le téléphone autrement. Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça va déjà beaucoup mieux, merci. C'est très agréable de vous entendre comme ça. Alors Mike, vous êtes venu témoigner il y a quelques semaines à propos de Vivere, qui est votre association, de votre engagement dans des pays que vous connaissez bien, dans lesquels vous êtes déjà intervenu. Et puis là, vous nous donnez quelques nouvelles de votre voyage. Vous êtes parti en voyage, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Je suis parti avec Jess du 16 au 22 mars. Et nous sommes allés directement en Moldavie et puis en Transnistrie, donc qui sont des pays voisins tout à fait qui touchent l'Ukraine et qui chacun ont reçu plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Oui. Voilà. Oui. Et je vous remercie de prêter une fois de plus la ligne de cœur pour cette grande cause humaine. Voilà. Qui frappe à notre porte juste à côté. Oui, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vu sur place et ce que vous avez constaté. Tout à fait, oui. Pardon. Alors, sur place, aussi bien en Moldavie qu'en Transnistrie, d'abord, ce qui nous a vraiment impressionné, c'est la générosité de ces deux pays classés parmi les plus pauvres d'Europe centrale, et pour la Moldavie même le plus pauvre. Cette très, très grande générosité offerte aussi bien par les autorités locales, donc dans l'organisation de l'accueil des réfugiés, que par la population elle-même. Voilà. Alors, nous connaissons bien ces contrées parce qu'on y travaille depuis 2004 sur un tout autre thème qui est de combattre le trafic d'êtres humains. Et en fait, c'est ce qui nous a conduit à travers les partenaires avec lesquels nous travaillons habituellement, si vous voulez, sur cet autre thème, de comprendre très vite quel était le drame des Ukrainiens qui se réfugiaient là et de convenir avec nos partenaires, aussi bien là qu'en Ukraine même. Et si j'ai une minute, je parlerai de ce qui est fait en Ukraine avec la police Vivere, et en Pologne. Voilà, puisque la Pologne est le pays qui reçoit, je crois, plus de 2 millions de réfugiés d'Ukraine en ce moment. Écoutez, sur place, donc en Moldavie, la population, à part cette offre généreuse pour les réfugiés, la population a peur. Les Moldaves ont peur que le conflit s'étende jusqu'à leur sol, et craignant toujours que le régime du Kremlin veuille reconstituer plus ou moins, si vous voulez, les pans entiers de l'ancienne Union soviétique. Donc les gens ont peur d'une attaque de l'armée russe, quoi, pour parler clair. Et en Transnistrie, c'est une peur symétrique parce que là, les gens, qui sont donc des Moldaves, hein, si vous voulez, avant la partition, craignent que l'Ukraine vienne frapper leur sol parce que il y a 2000 troupes russes qui sont stationnées en Transnistrie depuis plus de 20 ans. Il semble même qu'il y ait 2 missiles russes qui soient partis de là pour frapper Mariupol. Et donc les gens de Transnistrie craignent que ce soit les Ukrainiens qui viennent, si vous voulez, exercer une action militaire. Alors voilà, les gens sont empreints par cette peur, au point qu'il y a même, on nous a parlé de nombreuses personnes qui sont sorties de Moldavie ou de Transnistrie pour se replier ailleurs. Voilà, donc c'est le spectre, si vous voulez, de l'extension du conflit qui domine chez les gens. Voilà. Ça, c'est l'inquiétude, la peur, mais qui n'empêche pas, d'après ce que j'ai entendu de ce que vous venez de nous dire, la solidarité. Tout à fait, tout à fait. Alors, elle est remarquable dans les deux pays. Alors, nous ne sommes pas évidemment une agence de l'ONU, on a une observation très limitée sur ce qu'on peut faire, ce que Vivere peut faire avec ses partenaires. Alors, rapidement, en Moldavie, donc notre partenaire est une association rurale, villageoise à Kostest. Et là, si vous voulez, avec la toute petite équipe sur place et avec notre apport, on a organisé dès le début du conflit, dès le début de l'exode, l'hébergement, la nourriture, les soins, le soutien psychologique et les articles de première nécessité pour une quarantaine de réfugiés. Voilà. Avec lesquels, donc, Jess et moi avons pu parler longuement. Et si j'ai le temps, je vous restituerai certains de leurs témoignages. Et en Transnistrie voisine, donc là aussi avec une petite association locale, c'est la nourriture, les articles de première nécessité
et l'appui juridique qui est offert à 78 réfugiés ukrainiens, voilà, qui sont dans cette partie-là du pays. Alors, au niveau de ce qu'on entend, au niveau des réfugiés, voilà. Collectivement, non pas collectivement, je veux dire, mais la plupart des réfugiés, si vous voulez, beaucoup de femmes et d'enfants, parce que comme on le sait, parce qu'on est bien informé par les médias, les hommes à partir de 18 ans, du fait de la loi martiale en Ukraine, ils sont retenus dans le pays. Donc c'est une majorité de femmes, d'enfants, voilà, de toutes les régions, des régions attaquées actuellement au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine. Et il y a un dénominateur commun, c'est la stupeur. Mais comment est-ce que nos frères russes peuvent nous faire ça? L'effroi, parce que voilà, dès les premiers jours, les bombes et les missiles balistiques ont plu sur ces régions, et c'était tout simplement terrifiant. Et puis la troisième, la troisième émotion de la plupart des réfugiés, c'était de comprendre tout de suite qu'il fallait fuir. La nécessité impérative de fuir. Il fallait fuir à tout prix, vers la frontière la plus proche. Voilà. Les gens avec lesquels nous avons parlé, j'en remarque, tous veulent rentrer en Ukraine. Tous. Tous ceux avec lesquels nous avons parlé. Et la plupart, tous ceux qui étaient, toutes les femmes en tout cas, et les quelques hommes qu'on a vus qui étaient en âge de travailler, disaient, en attendant de pouvoir rentrer, je vais pouvoir travailler tout de suite pour ne pas dépendre de l'assistance. Voilà, donc une espèce de grande dignité là, si vous voulez, alors que ils étaient au cœur de l'épreuve. Et puis la question évidemment qui s'impose, mais qui est difficile évidemment à gérer pour eux, c'est de dire comment vous vous projetez dans un avenir immédiat ou à moyen terme. Et la plupart des gens disaient c'est impossible de se projeter parce que on n'a aucune idée de la durée du conflit, on n'a aucune idée de ce qui restera de notre pays quand on va rentrer. Est-ce qu'on retrouvera notre mari? Est-ce qu'on retrouvera notre fils? Enfin voilà, il y a tous ces questionnements qui font qu'il leur est impossible de répondre à cette idée de se projeter sur un avenir quelconque, quoi. Et puis les témoignages individuels, les témoignages des personnes. Alors j'en ai des pages et des pages dans mon carnet de notes, mais quelques-unes peut-être. Celle qui m'a le plus ému, c'est une grand-maman que j'ai vue près de Tiraspol, donc en Transnistrie, qui accompagnait sa petite fille de 9 ans. Et son histoire était la suivante. Elle dit, mon fils et ma belle-fille qui ont cet enfant m'ont dit, maman, prends notre bien le plus précieux, emmène-le à l'étranger, emmène notre fille à l'étranger, protège-la, et nous on reste pour résister à l'armée russe. Voilà. Et en nous racontant cela, je sais pas, l'entretien a duré presque un quart d'heure. Cette grand-mère sanglotait sans arrêt. Voilà, ses paroles étaient entrecoupées par des sanglots. Et puis, on était très proche d'elle et je voyais une larme qui s'est figée sous son œil et qui est restée là, restée figée pendant des minutes et des minutes. Et puis ensuite, je me suis dit, mais attends, c'est une larme à vocation éternelle, quoi. Chez cette maman, chez cette grand-mère éprouvée. Et puis ensuite, il y avait cette maman qui avait ses 2 petits-enfants à la main, qui a dit, moi je veux les laisser en Moldavie et je veux retourner combattre les Russes. Voilà. Et elle avait une détermination dans le regard qui faisait que c'était tout à fait crédible, quoi. Disons, sa volonté farouche de protéger son pays. Une autre dame beaucoup plus âgée qui dit, mon mari était âgé, il pouvait pas être recruté, mais il est boulanger de profession, et il a décidé de rester pour faire le pain pour les soldats de l'armée ukrainienne. Une autre jeune femme, toute jeune, avec un grand pansement qui lui barrait le visage là, en travers du nez, qui a pas pu accepter un entretien, mais qui nous a juste glissé comme ça. Écoutez, notre appartement a été bombardé et j'ai vu mon mari tué sous les décombres devant mes yeux. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Voilà, le genre. Alors j'en ai des pages et des pages, mais bien sûr. Pense que. Comment vous recevez tout ça, vous? Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ces témoignages? Vous qui avez une certaine expérience dans l'horreur humaine, on va dire les choses telles qu'elles sont aussi, puisque vous êtes beaucoup engagé dans l'humanitaire depuis des années. Oui. Écoutez, à part la compassion, qui est universelle, enfin, je veux dire, c'est n'importe qui entend
et qui voient ces visages, si vous voulez, éprouvés, fatigués, les yeux cernés, presque gris de fatigue et de peur. Et j'insiste sur la fatigue parce que dans de nombreux cas, les réfugiés font état qu'il leur a fallu plusieurs jours pour parcourir 150 ou 200 kilomètres pour atteindre la frontière. Donc ça veut dire 4-5 jours, si vous voulez, à zigzaguer à travers une partie de l'Ukraine en essayant d'éviter les armées, les bombardements, etc., pour arriver à une frontière où on est encore complètement incertain de ce qui va nous arriver. Quand vous voyez ces visages-là, ces visages humains, profondément humains, mais alors profondément meurtris, par la compassion, Jean-Marc, vous sentez la révolte, la colère, voilà. Et puis la colère, il faut la transformer soit pas en machine de guerre, mais disons en machine à faire reculer l'armée russe et à faire changer l'option du Kremlin, voilà, par des moyens adéquats. Soit cette colère, vous la transformez comme vous le faites souvent le soir, en main tendue, et puis de dire, écoutez, qu'est-ce qu'il vous faut tout de suite pour pouvoir juste dormir une nuit tranquille, manger chaud, soigner vos blessures et puis vous rasséréner un petit peu. Voilà, c'est ça qu'on fait. Merci Mike d'être venu, Mike Hoffman de l'association Vivre, et merci de continuer à nous donner des nouvelles quand vous rencontrez ces femmes, ces hommes qui témoignent. Vous êtes leur lien avec la ligne de cœur et ça nous fait du bien d'entendre qu'il y a des gens qui peuvent apporter un tout petit peu de répit à ces gens qui ont beaucoup souffert et qui continueront malheureusement à souffrir aussi malgré l'aide qu'on peut leur apporter. Merci infiniment. Merci à vous de rendre la voix aux sans voix. Voilà. Et merci d'avoir fait. Merci Mike, à bientôt. Bonne nuit.